Bonjour mesdames et messieurs. Nous sommes ravis de vous avoir aujourd'hui pour cette autre session de formation organisée par le Conseil national des chargeurs du Cameroun. Nous démarrons avec un très gros retard pour lequel nous tenons à nous en excuser. Nous vous remercions déjà pour votre patience. Vous êtes très nombreux en ligne et cette forte présence en ligne témoigne tout simplement de l'intérêt que vous accordez à l'événement. Alors, le programme tel que nous l'avons prévu pour ce premier webinaire de l'année que nous avons voulu articuler sur les innovations du commerce extérieur en pleine reprise du trafic maritime international. Nous avons prévu tout d'abord un mot que prononcera le directeur général adjoint du CNCC qui est connecté. Et donc, je vais donc sur ce lui laisser la parole pour son mot. Monsieur le directeur général, vous avez la parole. Merci, monsieur Amen. Mesdames, messieurs les directeurs généraux des entreprises publiques et privées, mesdames, messieurs les représentants des associations et groupements professionnels, mesdames et messieurs les chargeurs et acteurs du commerce extérieur, chers participants. L'honneur m'échoit de prendre la parole en ce jour à l'occasion du premier séminaire inter-entreprise en ligne organisé en 2021 par le Conseil national des chargeurs du Cameroun, votre partenaire. Vous vous êtes sans nul doute déjà familiarisé avec l'appellation de webinaire au gré des deux éditions tenues par le CNCC l'année dernière, respectivement en septembre et décembre 2020. Le CNCC n'a pas eu d'autre choix pour concilier la nécessité de sensibilisation avec les exigences du gouvernement en riposte à la pandémie de la COVID-19. Pour ce premier séminaire de l'année 2021, marqué par une conjoncture assez difficile, il s'avérait nécessaire de procéder à un bilan de l'année écoulée afin de scruter les différentes mesures mises en place par le gouvernement et les parties prenantes du commerce extérieur pour la relance économique. Voilà pourquoi ce webinaire porte sur le thème les innovations des procédures du commerce extérieur au Cameroun en 2021 en pleine reprise du trafic maritime international. Mesdames et messieurs, chers participants, il s'agira au cours de ce webinaire d'arrimer les opérateurs économiques aux mutations survenues depuis l'adoption de la loi des finances pour l'exercice 2021, ensemble les réaménagements opérés par plusieurs intervenants portuaires pour faire face à des crises qui ont sérieusement impacté le commerce extérieur. Tel est le cas, par exemple, de la crise en République centrafricaine qui aura donné lieu à une rencontre au sommet entre les ministres des Transports du Cameroun et de la République centrafricaine. Il s'en est suivi la mise en place d'une batterie de mesures pour alléger la circulation des marchandises à la frontière Cameroun-RCA entre Garouamboulaye et Bangui, en proie à une crise sécuritaire qui peut être considérée derrière nous. Au-delà de la réoxygénation de l'économie de notre pays, de ce pays frère et ami de la RCA, ces mesures visaient entre autres à libérer les conteneurs dont la rareté est allée grandissante depuis la survenance de la pandémie de la COVID-19. Cette autre crise de la pénurie des conteneurs vides aura impacté de fort belle manière les coûts de passage dans nos frontières maritimes. Raison pour laquelle j'ai estimé que son impact puisse être évalué au cours de ce webinaire, ce d'autant plus qu'il y a moins d'une semaine, l'une des routes maritimes les plus pratiquées de la planète était délivrée d'une autre crise qui avait vu le navire Ever Given bloqué dans le canal de Suez. Mesdames et messieurs, chers participants, l'année 2021 aura également démarré sur un air nouveau pour notre pays qui, en mettant en place son tarif préférentiel
pour la zone de libre-échange continentale africaine, affiche fièrement son adhésion au commerce intra-africain qui, à coup sûr, contribuera à booster la croissance sur le continent et partant améliorera la qualité de la vie en Afrique en général et dans notre pays en particulier. Cette mesure, contenue dans la loi des finances pour 2021, de même que de nombreuses autres innovations, sont au cœur de nombreuses attentions pour lesquelles le CNCC est allé dénicher une expertise de qualité pour l'animation de cette session. Vous aurez ainsi l'occasion de découvrir au cours de cette session M. Yaka Ngon Théodore, du secteur des douanes de Littoral 1, Madame Sime Javeli, de la division de l'informatique de la Direction générale des douanes, M. Ger Hubert Mvogo, responsable transit chez Bernabé Cameroun, M. Guy Diossi, du poste de police sanitaire au port de Douala, M. Tienche Jean-Daniel, du port autonome de Douala, M. Ngele Martial, du port autonome de Kribi, M. Émile Ndjele, de la régie du terminal à conteneurs, Madame Edeme Yolande, de Bolloré Transport et Logistique. Je tiens à dire toute ma gratitude à l'ensemble de ces partenaires au quotidien avec qui nous cheminons depuis un moment déjà. Je voudrais aussi dire ma reconnaissance aux représentants de Bolloré et du port autonome de Kribi avec qui le CNCC est lié par des conventions de partenariat. Considérez que ces assises marquent la mise en œuvre d'un des points de nos conventions. Pour cette session, le CNCC est resté fidèle à la plateforme utilisée pour sa facilité d'utilisation et son aptitude à prendre en charge les deux langues officielles du Cameroun, à savoir le français et l'anglais. Il s'y est également d'indiquer que la présente session sera retransmise en direct sur les réseaux sociaux Facebook et YouTube. À présent, il reste à espérer que ces prouesses technologiques seront à la hauteur de nos attentes. Plus d'une centaine d'inscriptions ont déjà été enregistrées et je reste persuadé que d'autres participants n'hésiteront pas à prendre le train en marche. C'est dire tout l'intérêt que vous accordez aux outils de formation offerts par les canaux de nouvelles technologies, nonobstant les coûts d'accès qui ne sont pas toujours à la portée de tous. Ces efforts méritent d'être encouragés. Pour capitaliser le temps que nous aurons à passer ensemble de manière virtuelle, je vous exhorte à observer scrupuleusement quelques indications pratiques qui pourront garantir le succès de nos travaux, parmi lesquelles la nécessité de disposer d'une bonne connexion Internet ainsi que des écouteurs. Au terme du séminaire, il vous sera gentiment demandé de prendre part à une évaluation qui permettra de donner votre ressenti par rapport à cette innovation du CNCC dans l'optique de mieux faire à l'avenir. Seuls ceux qui auront suivi le webinaire de bout en bout, je veux dire en grande partie, pourront prétendre à une attestation. Il ne me reste donc plus qu'à souhaiter que ces travaux se déroulent dans une atmosphère empreinte de convivialité et qu'ils obtiennent plein succès. Sur ce, je déclare ouvert le webinaire sur le thème « Les innovations des procédures du commerce extérieur au Cameroun en 2021 en pleine reprise du trafic maritime international ». Je vous remercie de votre aimable attention. Merci, Monsieur le Directeur général, pour votre propos introductif. Sur ce, nous allons poursuivre avec le déroulement du programme. Sur le programme tel qu'il a été élaboré, il était prévu une présentation du secteur des douanes sur les innovations dans les procédures douanières. Cette présentation viendra plutôt en deuxième position. Nous allons poursuivre immédiatement avec la présentation de la division de l'informatique douane qui portera sur l'évaluation de l'opérationnalisation du système CAM6 une année après son lancement, ce qui donnera l'occasion aussi de revisiter certains aspects des innovations des procédures du commerce extérieur en attendant que le secteur des douanes du littoral 1 puisse y revenir en profondeur. Donc sur ce, nous laissons la parole à Madame Simeux.
Merci beaucoup, monsieur le modérateur, de me passer la parole. Je tiens premièrement au nom de monsieur le chef de division de l'informatique à remercier le CNCC pour cette énième initiative louable qui permet à tous les acteurs de la chaîne du commerce international de pouvoir s'informer et s'entraider sur toutes les procédures nouvelles ou anciennes. Donc, la présentation de la division de l'informatique de ce matin porte sur l'évaluation du système d'information Cameroon Custom Information System après une année de mise en service. Et en guise d'introduction, nous pouvons dire d'ores et déjà que sur l'ensemble du territoire national, le système CAMSYS a été mis en service dès mars 2020 sur l'ensemble du territoire national, notamment avec le dernier secteur qui a été mis en service, celui de Littoral 1. Par contre, dès le 1er octobre 2019, il y avait déjà des sites pilotes qui avaient été choisis sur l'ensemble du territoire douanier national et qui avaient permis de pouvoir opérer des tests d'intégration et de pouvoir voir comment le système fonctionne déjà. Donc, quand nous disons une année, c'est une année pour l'ensemble du territoire national, mais il faut dire que depuis 2019, le système a été mis en service sur l'ensemble du territoire, dans les sites pilotes, notamment ceux de Littoral 2, de l'aéroport à Simalène, de Ngaoundéré, etc. Donc, les différents acteurs, CDA, Acogné, consignateur, chargeur, ont pu se frotter, chacun en ce qui le concerne, à cette application. Donc, je disais que les différents acteurs ont pu se frotter, chacun en ce qui le concerne, aux différents modules qui ont été mis en service dès 2019. Il s'agit principalement des modules de dédouanement, du module du fret, du module du recouvrement. Pour l'évaluation d'aujourd'hui, nous allons nous arrêter à ces 3 modules, puisque ces 3 modules sont ceux qui, dans l'ensemble, permettent l'interconnexion et les échanges entre la Direction générale des douanes et l'ensemble des autres acteurs. Donc, nous allons commencer notre exposé par l'appropriation des différents modules mis en service par les différents acteurs. Ces acteurs sont tous connectés et se reconnaîtront chacun en ce qui le concerne. En ce qui concerne l'appropriation par les acteurs des différents modules mis en service depuis 2020 sur l'ensemble du territoire, il faut dire que, commençons par le module du dédouanement, qui est l'un des modules les plus importants, lancé en 2020 ou 2019, selon que l'on se retrouve dans un site pilote ou dans les autres sites. Nous avons déjà séparé les éléments d'évaluation en acquis et en limite. Donc, nous commencerons pour chacun des modules par les acquis et nous terminerons par les limites. Donc, l'appropriation du module de dédouanement premièrement. En ce qui concerne le module de dédouanement, il faut dire que le premier élément, et qui a un acquis considérable, c'est l'excellente maîtrise de la saisie et de la validation des déclarations par les CDA. Il faut dire qu'ils sont à féliciter, vraiment, ils maîtrisent la chose. De la déclaration Sidonia à la déclaration CAMSYS, il y a vraiment un grand fossé. La déclaration CAMSYS, hyper détaillée, hyper sélective, elle fait l'objet d'une maîtrise presque parfaite par l'ensemble des commissionnaires en douane agréés et même les nouveaux commissionnaires qui sont détenteurs de nouveaux agréments ont une maîtrise excellente de la saisie et de la validation des déclarations. Ensuite, concernant les acquis, le deuxième acquis dans le module du dédouanement, c'est la parfaite appropriation dans l'anticipation même de l'envoi des déclarations. Vous savez, et nous l'avons dit lors des 2 derniers webinaires que nous avons eus ici, il y a une possibilité, CAMSYS donne la possibilité d'anticipation dans le dépôt des déclarations. Donc, en termes de timing, PAD ou BMD, avant le manifeste ou avant le déchargement, les
CDA peuvent déjà, en termes d'anticipation, envoyer leur déclaration. Donc, également, sur ce point, il y a une parfaite appropriation dans la mesure d'anticipation du dépôt des déclarations. Le troisième élément, et qui est un acquis considérable pour le module du dédouanement sur CAM6, c'est la maîtrise des statuts du DAU et les actions subséquentes. Vous savez, en général, il y a tellement d'éléments et tellement d'acteurs dans la chaîne du commerce international que forcément, vous ne savez pas où aller, à qui vous adresser. Par contre, le statut de la déclaration CAM6 vous renseigne déjà non seulement sur quel est l'élément de votre déclaration, mais également à quel service vous adressez. Ça signifie que si vous êtes au niveau du statut réceptionné, vérification, contrôle en cours, marchandises sorties, ainsi de suite, vous savez exactement, est-ce que c'est au bureau que j'irai, est-ce que c'est à la brigade, est-ce que c'est à la sous-direction du fret, etc. Donc, cet élément est également dans la lecture même des statuts de la déclaration et la connaissance des actions subséquentes à ces statuts-là ont assez été maîtrisées par les différents acteurs. Ensuite, nous avons sur CAM6 les documents joints, la possibilité de joindre des documents. Et ça, c'est l'un des éléments que les opérateurs ont parfaitement maîtrisé. L'intégration des documents joints au DAU, c'est un élément qui est assez correct. À partir de la seule déclaration, le service ou l'usager peut avoir accès à de nombreux documents. Donc, la dématérialisation dans ce sens est assez poussée. Le dernier élément qui est un acquis de l'appropriation du module du dédouanement, c'est la maîtrise de l'échange en ligne avec le service. Nous le savons tous, CAM6, et notamment à travers son module de dédouanement, opère un dédouanement 100% en ligne, c'est-à-dire que du dépôt du manifeste jusqu'au constat de sortie, l'opérateur n'a pas à se déplacer dans le service, dans les bureaux de douane, dans les brigades, dans les groupements, etc. L'interface CAM6 permet l'échange en ligne avec les opérateurs et le service. Donc, ça, c'est un élément également qui est assez maîtrisé et les opérateurs sont à féliciter pour cela parce qu'ils se sont vraiment imprégnés de la chose et nous avons de moins en moins de difficultés et de gens qui rôdent dans le service. Ce dernier point clôture les acquis, en quelque sorte, de l'appropriation par les acteurs des éléments du module de dédouanement. Par contre, il y a certains éléments du module de dédouanement précisément qui ne sont pas véritablement maîtrisés de façon efficiente et même efficace par les opérateurs en général. Le premier élément, c'est dans la procédure de modification et d'annulation même du DAU. Ce sont des problèmes qui sont assez récurrents. Les opérateurs semblent ne pas avoir, certains en tout cas, une maîtrise parfaite dans les procédures de modification et d'annulation des déclarations. Pour ce qui est de la modification, s'il faille le repréciser, l'opérateur, à tout moment, jusqu'au paiement et même jusqu'à la sortie, a la possibilité, l'opérateur, je disais, a la possibilité de demander la modification de sa déclaration en détail. Si, de façon inconsciente, une erreur s'est glissée dans votre déclaration, à tout moment, et quel que soit le statut de la déclaration, même le statut marchandise sortie, l'opérateur peut demander la modification de la déclaration. Il peut s'agir d'une erreur, je ne sais pas, sur les numéros de châssis, sur un document quelconque, à n'importe quel moment, même si la déclaration est déjà passée par la première ligne. La modification ira en seconde ligne, etc. Donc, c'est un élément qui reste encore très incompris parce que nous avons beaucoup de demandes par rapport à la procédure de modification des déclarations et nous comprenons que c'est cet élément qui n'est pas encore très bien maîtrisé par certains des opérateurs. Nous avons également l'élément sur l'annulation des déclarations. Comme l'a confirmé la loi des finances pour l'exercice 2021, dont vous aurez une présentation tout à l'heure, il y a une possibilité d'annulation des déclarations. Les cas sont légion, mais les opérateurs ne sont pas encore très rodés dans cette mesure de demande d'annulation des déclarations-là. Donc,
Incompréhension dans la procédure de modification et d'annulation des déclarations. Les demandes d'annulation de déclaration viennent de l'opérateur. Vous avez fait une déclaration, pour une raison ou pour une autre, vous êtes autorisé à demander son annulation. Donc, sur l'interface, sur votre interface au niveau d'EPT, vous pouvez demander la modification ou demander l'annulation des déclarations. Et il faudrait savoir à quel niveau se trouvent vos documents. Si c'est une déclaration, est-ce qu'elle se trouve au niveau du bureau? Est-ce que le bureau a terminé le contrôle de la déclaration et que la déclaration est passée au niveau de la brigade des contrôles, donc en deuxième ligne, ainsi de suite? Qui fait quoi? Je crois que c'est un élément qui reste encore ambigu pour certains opérateurs. La deuxième limite au niveau du module de dédouanement, c'est la non-maîtrise du traitement des acquis à caution migrés de Sidonia. Beaucoup d'opérateurs semblent ne pas comprendre que l'ensemble des déclarations, je dis bien l'ensemble des déclarations, des manifestes, etc., validés dans Sidonia ont migré sur CAMSIS, quel que soit leur statut. Quel que soit leur statut, même si le traitement n'était pas terminé dans le Sidonia, la déclaration ou le document est sur CAMSIS en termes de sauvegarde, etc. Donc, beaucoup se disent, j'ai fait une déclaration sur Sidonia, maintenant je vais l'apurer, elle n'existe plus, etc. Je réitère que toutes les déclarations faites sur Sidonia ont été migrées sur CAMSIS, toutes. Donc, les opérateurs ont du mal avec ces déclarations, notamment les acquis à caution qui sont migrés sur CAMSIS et qui ont besoin d'appurement. Le troisième élément qui constitue une limite un peu dans l'appropriation du module de dédouanement, c'est l'utilisation approximative des codes additionnels et des préférences tarifaires dans les déclarations en détail, notamment dans le segment article. On a tout le temps des récriminations dans le service. Mon code additionnel, vraiment, l'inspecteur m'a donné un code additionnel et je n'arrive pas à l'utiliser, etc., etc. Pareil, la préférence qui est enregistrée, je n'arrive pas à la voir. Est-ce qu'il faille que vous me donniez un code pour la préférence, etc. J'aimerais faire deux précisions. La précision concernant le code additionnel est que sur CAMSIS, le code additionnel n'est pas saisi, mais il est récupéré dans le système. Ça signifie que lorsque vous êtes au niveau du segment article et que vous êtes sur le champ code additionnel, vous devez, plutôt que de saisir un code additionnel, aller dans la loupe, récupérer le code additionnel qui a été mis à votre disposition par le service. Vous n'avez pas à le saisir. S'il n'existe pas dans la loupe, ça veut dire qu'il n'a pas été attribué ou que le régime ou la position tarifaire, quelque chose doit être faux. Mais s'il vous est attribué et que les conditions du DAU sont réunies, vous le retrouvez dans la loupe. Donc, vous n'avez pas à aller au niveau du segment code additionnel, saisir un code additionnel, non. Vous allez dans la loupe, vous recherchez et vous récupérez le code additionnel concernant l'article que vous saisissez. C'est pareil pour les préférences tarifaires. Les préférences tarifaires, on en a de plusieurs ordres. Préférences CEMAC, CEAC, préférences APE, etc. Plus récemment, ZELCAF. Les préférences également sont paramétrées, certaines peut-être pas de façon exhaustive. Mais lorsque les préférences sont déjà paramétrées, vous n'avez pas besoin de venir à la division de l'informatique ou au secteur des douanes de littoral 1 pour demander j'ai la préférence, ma position tarifaire est dans le deuxième groupe, comment faire? Vous allez seulement au niveau de l'article, pareillement, dans le segment code préférentiel et vous récupérez la préférence qui concerne votre marchandise selon naturellement l'origine, la provenance, etc. Donc, ça, c'est l'un des éléments que nous tenions à préciser parce qu'au niveau de l'évaluation, c'est un bémol qui demeure. Le dernier élément qui constitue une limite dans l'appropriation du module de dédouanement, c'est l'incompréhension dans la lecture de la taxation sur la déclaration. En général, les plaintes qui sont relatives à la taxation sont conséquentes à une mauvaise lecture même des éléments de la taxation. Vous le savez, dans la déclaration Sidonia, nous avions des taxes qui s'affichaient, en général les taxes articles, et les taxes globales ne s'affichaient pas. Donc, vous voyez juste un montant là
taxe globale qui réunissait RI, protocole, etc. Et vous ne saviez même pas de quelle taxe il s'agit. Par contre, la déclaration CAM6, elle, est exhaustive dans les éléments de taxation, dans la présentation des éléments de taxation. Ça signifie que lorsque vous faites votre DAU et que vous êtes au niveau du segment taxes, vous avez toutes les taxes, autant les taxes articles que les taxes globales qui se liquident sur votre déclaration. Donc, il faudrait qu'on s'approprie davantage cette lecture de la taxation sur la déclaration CAM6. Donc, sur ce point, je termine avec quelques-unes des limitations dans l'appropriation du module de dédouanement sur CAM6. Nous passons au prochain module qui est l'un des plus importants, le module fret. Et concernant le module fret, nous avons également des acquis comme pour le module de dédouanement. Le premier acquis, c'est naturellement, les consignataires ne me démentiront pas, une bonne maîtrise dans la saisie et la validation des manifestes. Ça a été un point sur lequel le projet a beaucoup travaillé et nous sommes assez fiers des avancées qui sont observées jusqu'ici. Donc, la maîtrise dans la saisie et la validation des manifestes. Il y a également une parfaite appropriation dans l'anticipation même du dépôt des manifestes. Donc, les manifestes sont déposés pour certains, même pas seulement 48 heures, mais peut-être longtemps avant même que le navire n'arrive. Donc, c'est un élément qui est très appréciable dans le module fret. Donc, quand les marchandises arrivent, on n'attend plus que le déchargement parce que les manifestes ont été déposés par les consignataires, compagnies aériennes, transporteurs et validés par le service. C'est une avancée considérable. Ensuite, nous avons la maîtrise de la procédure du dépôt du manifeste, en général, pas que du dépôt du manifeste, mais de la procédure fret du début jusqu'à la fin. Ça veut dire du manifeste, du dépôt du manifeste, de la demande de déchargement, du rapport de déchargement, de la demande de sortie, de la constatation du sortie, du rapport d'entrée. Donc, il y a une assez bonne maîtrise par les différents acteurs, opérateurs des procédures du fret. Par contre, il y a également certaines limitations au niveau de l'appropriation du module fret. Et cette limitation-là, je commencerai naturellement par le suivi des cargaisons parce que 80% des demandes d'assistance que nous recevons sont relatives à des éléments qui sont visibles dans le suivi des cargaisons. L'une des innovations les plus importantes du système CAM6 dans le module fret, c'est que en mode non connecté, quelques personnes, que ce soit opérateur, CDA, importateur, même en mode non connecté, peut, à partir de son numéro de BL ou de son numéro de CRN, effectuer le suivi des cargaisons pour avoir l'ensemble des étapes que sa marchandise a déjà suivies, l'ensemble des services par lesquels la marchandise est passée jusqu'au point où nous parlons. Mais on est un peu déçu sur ce point de constater que 80% des demandes d'assistance que nous recevons sont des demandes d'assistance qui peuvent être résolues par un simple suivi des cargaisons. Donc, nous vous le réitérons, le chef de projet vous le réitère, faites le suivi des cargaisons à partir de votre numéro de BL. Ça résout beaucoup de choses qu'on pense être problèmes, mais qui n'en sont pas en réalité. Donc, toujours faire le suivi des cargaisons. Le suivi des cargaisons vous donne le sommaire, le CRN, la situation actuelle de la marchandise, est-ce que le manifeste a été déposé, le déchargement, le rapport de déchargement, la déclaration, est-ce que c'est sorti, est-ce qu'il y a suspension, le suivi des cargaisons vous donne l'ensemble de ces éléments. Ce petit bémol renvoie à un autre et je vais peut-être aller sur ce point directement, la méconnaissance dans la conduite à tenir pour les marchandises hors délai. On est toujours un peu surpris. C'est vrai que c'est une innovation de CAM6. Lorsque les marchandises sont hors délai, elles sont naturellement entrées en dépôt et CAM6 a automatisé cette mise en dépôt-là. Ça signifie que lorsque le délai de 3 mois, 90 jours est passé et que votre marchandise est entrée en dépôt, vous avez déjà des notifications et ça, c'est un point sur lequel nous allons revenir plus tard. Mais il y a une méconnaissance dans la conduite à tenir lorsque votre marchandise est hors délai. Lorsque la marchandise est hors délai, la sous-direction du fret est chargée de la gestion des marchandises, vraiment en dehors de la déclaration
du module du dédouanement, la sous-direction du fret, du dépôt du manifeste jusqu'à la constatation de sortie est chargée de la gestion des marchandises. Ça veut dire que lorsque votre marchandise arrive, lorsque le délai de stockage de votre marchandise est dépassé, vous devez vous rapprocher toujours de la sous-direction du fret pour que la sous-direction du fret puisse soit proroger le délai de stockage de la marchandise, soit retirer cette marchandise dans la liste des marchandises qui est mise éventuellement dans la liste des marchandises avant aux enchères. Donc, ne revenez pas vers le secteur ou la division de l'informatique pour dire vraiment, je ne comprends pas ce qui se passe. Le suivi des cargaisons, comme je vous le disais plus haut, vous permet de savoir est-ce que le dédouanement a été suspendu parce que le délai de stockage est dépassé, etc., etc. Donc, cette méconnaissance dans la conduite à tenir face à une marchandise qui est hors de là fait partie des problèmes qu'on a de façon récurrente et c'est un problème qui peut être connu à partir du suivi des cargaisons, à partir de la déclaration, etc. Le dernier élément qui représente un problème, c'est la modification des manifestes. La procédure de modification des manifestes, on l'a déjà vu dans les précédents webinaires, émane de l'usager, donc du consignataire, de la compagnie aérienne, du transporteur. Mais beaucoup ne sont pas informés. Le client, généralement, c'est le client qui se plaint et tout le reste. Mais le consignataire, la compagnie aérienne devrait informer le client. Lorsqu'une erreur s'est glissée dans la saisie du manifeste, ça arrive, c'est naturel. Il faudrait savoir à qui s'adresser. La division de l'informatique n'agit pas dans la modification des manifestes. La sous-direction du fret est chargée de connaître des demandes de modification de manifestes, le cas échéant des amendes et tout le reste. Donc, il y a également un petit bémol dans cet élément modification de manifeste-là parce que les uns et les autres ne savent pas parfois où aller, à qui s'adresser, etc. Donc, sur ce point, je termine les petites limites que nous avons constatées dans l'évaluation de l'appropriation par les acteurs du module fret. Ensuite, nous passons au dernier module qui est le module du recouvrement. Pour ce module, disons que c'est un module où c'est davantage le portail interne dont le service qui agit, mais également les opérateurs ont la possibilité non seulement d'agir, mais également de consulter des éléments dans le module de recouvrement. Donc, le premier élément qui est un acquis, c'est l'excellente maîtrise des avis de paiement. Les opérateurs sont déjà assez calés sur ce point. Le deuxième élément, c'est déjà une très bonne appropriation des éléments des notions de pénalité de retard et d'intérêt de retard prévues respectivement dans les lois de finances pour les exercices 2017 et 2018. Donc, c'est des éléments qu'on avait au début, avec lesquels on avait du mal au début, mais qui sont déjà en train de se décanter. On a très peu de demandes récemment concernant ces points. Pour ces points précisément, je tiens à rappeler que l'intérêt de retard se calcule sur un avis de paiement qui a été généré et qui, après 30 jours, n'est pas réglé. Donc, la loi des finances dit, lorsque vous avez un avis de paiement, vous avez 30 jours pour le régler. Si vous avez une déclaration liquidée ou je ne sais pas moi trop quoi, vous avez 30 jours pour régler l'avis de paiement en question. Au-delà de 30 jours, l'intérêt de retard commence à se liquider sur cet avis de paiement-là. Donc, il ne faudrait plus être surpris. Et de plus en plus, les gens ne sont plus surpris. Donc, il faudrait régler ces avis de paiement à temps ou alors, pour ceux qui ont des moratoires, pouvoir savoir comment réagir lorsqu'il y a un moratoire dans le paiement. Ensuite, la pénalité de retard, elle, concerne les acquis à caution en général qui ne sont pas apurés à temps. Vous avez un enlèvement direct, par exemple, et vous avez 30 jours pour l'apurer, et au-delà de 30 jours, vous ne l'avez pas apuré. Naturellement, le jour où vous viendrez l'apurer, les pénalités de retard viendront se greffer sur la déclaration d'apurement. Donc, les opérateurs ont déjà une parfaite appropriation de ces notions-là, quelques-uns encore un peu à la traîne, mais c'est un élément sur lequel nous avons déjà beaucoup évolué dans le module du recouvrement. Les quelques limitations que nous avons trouvées dans le module du recouvrement, c'est vraiment
dans le système de cautionnement, il semble y avoir une maîtrise approximative du système de cautionnement. Il faudrait dire, en termes de rappel, je crois qu'on on a passé une annonce là-dessus, on a fait une note de service là-dessus, donc je n'ai pas peut-être les références là tout de suite, mais le système de cautionnement est automatisé. Ça signifie qu'on ne doit plus voir les gens venir avec un papier au secteur ou à la division et se dire, voici ma caution, etc. Vraiment, c'est un système qui a été entièrement automatisé. Qu'il s'agisse de caution de type global, de caution de type isolé, qu'il s'agisse même de caution bancaire, de caution morale, cofraternelle, vraiment, le système de cautionnement en général, du début jusqu'à la fin, de l'émission de la caution jusqu'à la main levée de caution, est automatisé. Donc, c'est quelque chose sur lequel on doit encore travailler parce qu'on a beaucoup de demandes. Vraiment, ma caution, voici ma caution, je ne sais pas, je ne la vois pas, etc. C'est un élément sur lequel on doit vraiment travailler parce que le système d'information ne vous réitère que ce que vous lui avez donné. Ça signifie que si une caution est sur un papier et qu'elle n'est pas insérée dans le système ne reconnaîtra pas cette caution-là naturellement. Donc, c'est un élément qu'il faudrait davantage se réapproprier. J'embraye sur le deuxième élément et qui est la deuxième limite observée dans l'appropriation du module de recouvrement, c'est la réticence de certains acteurs dans l'utilisation du module de recouvrement, notamment les banques. Donc, je tenais à citer les banques ici parce que le module recouvrement les concerne au plus haut point et le papier persiste dans le système de cautionnement. Ça veut dire sur 100 cautions bancaires, nous en avons 80 qui sont sur papier. Donc, les chefs de bureau se trouvent obligés parfois de se substituer aux banques pour pouvoir insérer les éléments de la caution dans le système, plutôt que de les réceptionner tout simplement. Je tiens à rappeler sur ce point que pour ce qui est des cautions bancaires, la compagnie bancaire ou la compagnie d'assurance se connecte sur le système via le portail ECG et insère les cautions directement dans le système. Même s'il y a un papier que l'usager peut amener ailleurs, au niveau du système CAMSIS, nous avons besoin d'avoir ces cautions-là émises par la banque elle-même. Par la banque elle-même. Elle est davantage sécurisée et son utilisation devient plus facile. Le service se l'approprie simplement et l'usager peut les utiliser. Donc, voilà quelques-unes des limites que nous avons observées au niveau du module du recouvrement. Donc, ces limites-là au niveau du module de recouvrement ferment la première partie de notre présentation sur l'évaluation du système CAMSIS après une année d'utilisation, de mise en service. Il faudrait dire, peut-être pour terminer, qu'au niveau de l'utilisation générale de l'interface CAMSIS, nous avons également comme acquis une maîtrise générale de l'interface par les opérateurs. Vraiment, tout le monde sait déjà où trouver quoi, à quel niveau se trouve telle chose. Une appropriation dans les annonces, même comme certaines personnes restent encore à la traîne. Maintenant, pour l'utilisation générale de l'interface, nous avons également quelques limitations. Donc, pour l'utilisation de l'interface en général, il y a également quelques limites qui ont été observées. Déjà, la sécurisation des accès chez les CDA particulièrement est assez approximative parce que je vois les gens se balader là. Madame, j'ai donné mon mot de passe à telle personne, etc. Il y a un problème dans la sécurisation des accès chez les CDA. Donc, les représentants des commissionnaires en douane agréés doivent prendre cet élément de sécurisation-là en main. Parce que lorsque vous vous inscrivez sur CAMSIS, lorsque vous inscrivez votre employé sur CAMSIS, le système vous envoie par mail les accès, c'est-à-dire votre identifiant, votre mot de passe. Donc, on n'aimerait plus voir des mots de passe qui se baladent comme ça. Maintenant, madame, j'ai donné un peu à telle personne, etc. C'est un problème parce que le système est sécurisé et vous êtes sécurisé par votre mot de passe. Et si un collègue ou un ami, n'importe quel ami a votre mot de passe, je pense que
c'est véritablement un problème de sécurisation. Il y a également, pour l'interface en général, une utilisation moindre du téléphone portable par rapport au PC, à l'ordinateur. Donc, vous le savez, l'une des innovations majeures, je veux dire l'innovation majeure du système d'information CAMSIS, c'est que c'est une application web. Donc, à partir d'une connexion sécurisée, vous pouvez l'avoir soit sur votre PC, soit sur votre iPad, votre téléphone portable, etc. Donc, la remarque générale est que certaines personnes se placent souvent devant vous et vous disent, Madame, j'ai laissé ma machine au bureau, vraiment, je ne sais pas, alors qu'il a son téléphone en main. Mais nous de lui répondre, voilà ton téléphone. Le portail externe est accessible sur votre téléphone. Il n'y a pas autre mesure. Sur votre téléphone, vous pouvez avoir accès à votre déclaration, au système en général, pas qu'à la déclaration. Donc, on a constaté également qu'il y a une petite réticence, je ne sais pas si c'est la réticence, dans l'utilisation de l'interface sur les téléphones portables. Ça fonctionne parfaitement bien comme sur les PC. Donc, que ce soit avec votre ordinateur portable, votre desktop ou alors votre téléphone portable, vous pouvez utiliser le système. Ensuite, nous avons un problème de non-consultation des données disponibles, même en mode non connecté. Vous le savez tous, et des annonces sont faites sur le système tout le temps par rapport à ça. Il y a des documents qui sont disponibles, les codes SH, les documents sur la formation. Lorsque vous avez un problème de procédure, toute la formation CAMSIS est disponible sur l'interface EPT notamment. Donc, on est souvent surpris toujours qu'on vient nous poser les questions par rapport à des choses qui sont complètement sur l'interface. Je dis même en mode non connecté, ça signifie que même l'importateur qui n'a pas forcément un compte sur CAMSIS peut y avoir accès. Procédure de bout en bout. Quel que soit le code CAMSIS, quel que soit le régime douanier, vous avez la procédure qui est décrite et schématisée de bout en bout, mais qui n'est pas forcément consultée par les opérateurs parce que les questions qui reviennent montrent qu'il n'y a pas une bonne appropriation de l'utilisation générale même de l'interface. Il y a également une non prise en compte efficace des notifications et des alertes en ligne. Les notifications et les alertes en ligne sont faites pour nous prévenir, pour nous informer et le cas échéant nous prévenir, par exemple, de l'échéance l'échéance d'une caution, de l'échéance d'une déclaration, etc. Mais en général, je vois les demandes de prorogation qui sont faites après que le délai est expiré. On doit faire des demandes de prorogation pendant le délai. Ça veut dire, j'ai mon acquis à caution de 30 jours. Au 28e jour, je vois que dans 2 jours, il sera impossible pour moi de l'apurer. Je demande la prorogation à ce moment-là. Mais en général, les notifications et les alertes qui sont faites en ligne, elles ne sont pas prises en compte de façon efficace parce que nous avons beaucoup de demandes de prorogation qui arrivent après que le délai soit passé. Donc, toujours regarder les notifications et toujours les prendre en compte dans le système. Donc, c'est quelques-uns des éléments que je voulais rajouter par rapport à l'utilisation générale de l'interface CAMSIS. Donc, ce point-là clôt la première partie de notre présentation de ce matin sur l'appropriation par les acteurs des différents modules mis en service sur CAMSIS. Maintenant, la deuxième partie de notre présentation concerne l'incorporation des mesures de la loi des finances 2021 dans le système. Après ma présentation, vous aurez une présentation plus ample des mesures prévues par la LF, des mesures nouvelles prévues dans la loi des finances pour l'exercice 2020, mais il y a certains éléments qui ont été dématérialisés, donc incorporés directement au système d'information CAMSIS et il a été jugé utile par rapport à la thématique même de ce webinaire que vous en soyez informés. Donc, pour que vous n'ayez pas à vous déplacer pour venir tout le temps à la division, dire telle mesure là, ça se passe comment, telle autre mesure, ça se passe comment. Donc, en attendant que M. Yaka vous fasse la présentation exhaustive sur les mesures de la loi des finances 2021, pardon, nous allons vous présenter quelques-uns des éléments qui ont été incorporés de façon dématérialisée dans le système d'information CAMSIS. Donc, l'une des premières mesures, ce sont les mesures de soutien aux industries.
La première mesure, c'est le soutien à l'industrie pharmaceutique. Donc, la loi des finances prévoit un certain nombre de mesures, naturellement. Vous avez lu le texte, je sais que vous l'avez lu parce que vous en parlez tout le temps, et vous voulez souvent savoir à quoi correspond, à quelle facilité correspondent les mesures qui ont été prévues. Donc, pour l'industrie pharmaceutique, je vais passer directement à la mesure puisque vous avez chacun le texte de la LF. Pour l'industrie pharmaceutique, pour les biens et équipements qui bénéficient du taux réduit de TEC à 5% et de l'exonération de TVA, la Direction générale des douanes a mis à votre disposition le code additionnel TVP. Pour les médicaments et les intrants importés destinés à l'industrie pharmaceutique qui sont exonérés de tout droit et taxes de douane, à l'exclusion naturellement de la redevance informatique, ça c'est un point sur lequel on va revenir plus bas parce qu'on a tout le temps des récriminations, des gens qui disent « Madame, on a dit exonération des droits et taxes, pourquoi je vois 200 000 ici ?» Madame, on a dit exonération des droits et taxes. Il faudrait, et c'est à titre de rappel, dire que lorsque le législateur parle d'exonération des droits et taxes, il s'agit bien des droits et des taxes. Et vous savez, il n'y a pas que les droits et les taxes qui sont liquidés dans la déclaration. Dans la déclaration, vous avez les droits d'une part, les taxes d'autre part, et vous avez des éléments qui font partie de la taxation, mais qui ne sont pas juridiquement des droits et taxes, mais plutôt des redevances de services. Nous avons la redevance informatique, les droits d'assises sur les ordures, les redevances scanners, etc., qui n'ont rien à voir avec les droits et taxes. Donc, lorsqu'on vous dit vous êtes exonéré de droits et taxes et qu'on vous donne une facilité relative à cette exonération des droits et taxes-là, il ne faudrait pas dire, madame, je vois 50 000 ici, etc. Il faudrait savoir que les droits et taxes, ce sont les DDI, la TVA, le précompte, etc. Vous les connaissez parfaitement bien. Ils sont repris dans le système de taxation. Maintenant, nous avons également ce qui est regroupé en taxe globale et qui, cette fois-là, ne représente pas des droits, ne représente pas des taxes, mais représente des redevances de services et qui, cette fois-là, sauf mesures spéciales, ne sont pas exonérés. Donc, quand la loi des finances dit les médicaments ainsi que leurs intrants sont exonérés de droits de douane et des taxes à l'importation, il s'agit vraiment des droits de douane, des taxes à l'exclusion des redevances de services, notamment la principale, qui est la redevance informatique. Pour certains cas, notamment à l'exportation, etc., ils sont plafonnés. Donc, au niveau de l'industrie pharmaceutique, dis-je, nous avons, pour l'exonération des droits et taxes sur les médicaments, mis à disposition le code additionnel EMI. Ensuite, nous avons les exonérations concernant les secteurs de l'agriculture, de la pêche et de l'élevage. Donc, certains matériaux concernant l'agriculture, la pêche et l'élevage ont également été exonérés de tout droit et taxes de douane par la loi des finances pour l'exercice 2021. Donc, nous avons pour l'agriculture le code EEA qui a été mis à disposition, pour l'élevage le code EE et pour la pêche le code EEP. Donc, chacune des exonérations a un code spécifique. Ça nous permettra en fin d'exercice de pouvoir faire des statistiques et de voir comment l'incorporation de ces éléments-là dans la loi des finances a agi sur la dépense fiscale et sur l'import-substitution. Ensuite, nous avons les mesures liées au droit d'accise à l'importation sur certains produits qui ont également été dématérialisés. Donc, vous avez dû le constater dès le 1er janvier dans le système que certaines positions tarifaires qui n'avaient pas les droits d'accise auparavant ont déjà les droits d'accise, notamment à 25% et à 5%. Concernant particulièrement les dispositions relatives aux droits d'accise, et nous le verrons plus loin, une dérogation avait été instituée par la LF de 2020, notamment l'article 6e alinéa 3, en ce sens que le droit d'accise ad valorem qui est imposé sur certains produits à l'importation, lorsque ces produits-là sont importés et utilisés en tant qu'intrants pour les industries, sont exonérés de ce droit d'accise-là à l'importation. Donc, il s'était agi pour la LF de 2020 d'encourager les industries locales et de différer le paiement de ces droits d'accise là plutôt au niveau de la fiscalité locale, puisque après transformation,
le produit qui sera vendu sera taxé sur les droits d'assises. Donc, on devait surseoir à ces droits d'assises-là au niveau de la porte. Donc, pour cet élément-là, un code additionnel a également été mis à disposition. C'est le code additionnel DA3. Vous devez le connaître assez parce que vous l'utilisez régulièrement. Il faut dire que pour tous ces codes additionnels, les personnes qui sont éligibles aux exonérations et tout doivent se rapprocher de la division de l'informatique de la Direction générale des douanes pour obtenir sous leur responsabilité les codes additionnels appropriés. Donc, chaque fois que vous avez une facilité, quelle qu'elle soit, abattement, exonération, etc., toujours se rapprocher de la division de l'informatique pour demander la facilité et le code additionnel approprié à votre facilité vous sera octroyé. Le dernier élément qui a été paramétré dans le système concernant la loi des finances pour l'exercice 2021, c'est la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine et la poursuite de la mise en œuvre de la préférence APE, comme vous le savez. Concernant la préférence tarifaire ZLECAf particulièrement, elle a été créée dans le tarif dont vous l'utilisez déjà peut-être pour la plupart et elle concerne les pays africains naturellement et l'élément qui a été paramétré pour le 1er janvier, c'est les éléments du groupe A. Ça veut dire qu'il y a un démantèlement tarifaire sur les marchandises concernées de 10%. Donc, chaque fois que vous avez, j'en parlais plus haut, chaque fois que vous avez une marchandise qui vient d'un pays africain, naturellement autre que la CEMAC et la CEAC, qui ont des avantages qui sont déjà complètement dématérialisés en termes de tech, de tarifs extérieurs communs. Lorsque vous avez des marchandises qui sont dans ces groupes-là et qui viennent d'un pays africain, vous pouvez utiliser la préférence ZLECAf du groupe A pour pouvoir bénéficier de ce démantèlement tarifaire-là. Ce démantèlement tarifaire, vous le verrez, avec M. Yaka, sera étalé pour le groupe A sur une dizaine d'années. Donc, au bout de 10 ans, nous aurons 100% du démantèlement des marchandises qui concerne le groupe A. Ensuite, le dernier élément dématérialisé, c'est la poursuite, en fait, de la mise en œuvre de l'APE avec l'Union européenne. Donc, les préférences qui ont été créées et qui sont en service depuis le 1er janvier sont le groupe 2, qui est passé à 60% et le groupe 3 qui a commencé avec 10%. Donc, voilà un peu ramassé les éléments d'évaluation du système, de l'utilisation du système CAMSIS une année après son lancement. On pourrait dire en termes de conclusion que l'avancée est très considérable compte tenu des atermoiements créés par les difficultés, notamment liées à la crise sanitaire, aux différentes crises sécuritaires dans notre pays. Il faut dire que les avancées sont considérables parce qu'une année après, nous sommes assez loin et nous allons encore avancer au fur et à mesure que nous constatons de part et d'autre des couacs, nous essayons de les corriger, que ce soit dans les procédures, que ce soit dans les paramétrages. Et il faudrait dire que d'ici peu, les modules de la deuxième phase, notamment ceux du contrôle a posteriori, du contrôle différé, du contentieux, de la gestion des risques phase 2, de la surveillance, seront déployés d'ici peu et naturellement feront de notre système CAMSIS l'un des outils les plus complets de dématérialisation des procédures du commerce extérieur existant dans le monde. Donc, je vais m'arrêter là. Je vous remercie pour votre aimable attention.